Ça veut dire quoi EPS? Éducation physique et sportive. Physique et sportive. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la soirée de l'EPS saison 6, la soirée numéro 4. Alors avant de commencer cette soirée sur le football, le SNEP voulait apporter tout son soutien à la collègue d'art plastique de Sanary-sur-Mer et à sa famille, et bien sûr notre solidarité aussi à toute l'équipe enseignante. Soirée football, le football doit-il être enseigné à l'école? Et madame, monsieur, on fait foot aujourd'hui? Qui a déjà pas entendu cette phrase au début d'un cours, au milieu d'un cours, à la fin d'un cours? Le football semble pourtant peu enseigné dans le monde scolaire, alors même que c'est l'une des activités sportives des plus populaires dans le monde. Peut-être qu'il est enseigné, on pourrait dire presque braconné par quelques enseignants, à la fin du cours, au milieu du cours, comme récompense, mais en tant que cycle d'enseignement, il semble être peu programmé. Quand on regarde, par exemple, le dernier rapport BAC, le football est programmé à 0,75%. Un grand paradoxe de cette programmation quand on connaît les chiffres de la pratique du football. 2 millions en France de pratiquants, plus de 200 000 filles. Une étude de l'INJEP qui montre que 11% des personnes ont déjà, c'était l'année 2024-2025, donc globalement les données semblent correctes aussi pour aujourd'hui, ont déjà pratiqué au moins le foot une fois dans le mois qui venait de passer sous l'étude. Le football irrigue la culture populaire, nourrit les débats, les discussions. Il semble aussi être peut-être plus parlé que joué. Il est un moment de discussion et d'échange entre beaucoup de personnes, un lien de liens aussi, et de grandes disputes. Il peut être parfois aussi jugé indésirable, ingérable, de par le comportement de certains élèves, trop masculin, trop difficile à enseigner. Et pourtant, il est une source inépuisable de passion, de narration, d'émotion. Si pour certains, les buts sont marqués par la main de Dieu, pour d'autres, leur plus beau but, c'était une passe. Alors, la culture populaire ne doit-elle pas trouver sa place à l'école? Le foot doit-il être finalement boudé par les enseignants d'éducation physique? Quel sport, quelles règles? Pour commencer cette soirée de l'éducation physique et sportive, un petit clin d'œil quand même à la question des installations sportives qui est toujours une revendication et un espace de bataille pour le SNEP-FSU et les enseignants. Pas de football sans installations sportives. Des collègues de l'éducation physique et sportive, mais aussi des militants de la FGT, se sont impliqués sur un projet en Palestine, notamment dans un camp de réfugiés à Haïda, qui était privé bientôt privé de son stade pour la pratique sportive, puisque Israël avait annoncé la destruction. Et donc la mobilisation internationale autour de cette non-destruction et la nécessité de continuer d'avoir cet espace de pratique a permis finalement, provisoirement, je dirais, peut-être par pessimisme vu la situation politique, de suspendre la destruction de ce stade de foot, comme quoi la mobilisation collective paye et permet d'avoir des résultats. Alors, on voudrait, avant de commencer cette soirée, justement, on a accueilli la semaine dernière des personnes d'une délégation du ministère de l'Éducation palestinien, ici au SNEP-FSU, et on est revenu sur un des projets sur l'amélioration de la qualité de l'éducation physique et sportive menée par la FGT, la Fédération sportive et chimique du travail, et où de nombreux enseignants d'éducation physique, dont un certain nombre de militants syndicaux du SNEP-FSU, sont partenaires et sont impliqués dans la formation. Retour en images sur cette rencontre. Qu'on a actuellement, et il nous aide à améliorer la qualité de l'éducation sportive et physique et nous laisse aussi l'opportunité où en fait l'essentiel c'est d'aider tout le monde, tous les élèves à jouer, à les donner la chance de jouer, de participer au cours, malgré le niveau. En ce qui concerne la réalité de l'éducation en Palestine en ce moment, on passe dans une période vraiment difficile, surtout avec les attaques colons, on a aussi fermeture des checkpoints, des rues et
le fait que si la majorité des profs ils font de grève, donc ils travaillent que 3 jours par semaine et non pas 5, ça nous empêche de vraiment donner tout ce qu'on veut aux élèves. Je vous remercie beaucoup pour notre accueil ici en France. On apprécie votre soutien continu. Ça m'a aidé beaucoup en tant que prof de voir les séances de PS dans les collèges français. Ça, c'est des connaissances que je vais ramener avec moi en Palestine et partager avec les collèges. Et j'ai vu concrètement que pendant les séances, le but principal, c'est que tout le monde, que les élèves participent. Et c'est pas important de gagner, c'est vraiment de jouer, de participer, de faire le sport. J'ai beaucoup appris de mes collègues français, surtout Jonathan et Géraldine. C'est des connaissances que je vais encore transmettre à mes collègues en Palestine, appliquer avec mes élèves. نتمنى منكم ان المشروع يضل مستمر ويضل على مدار السنوات القادمه واحنا مبسوطين في شوفتكم كلياتكم واحنا بين اهلنا واصدقائنا. On vous remercie pour le programme et on espère qu'il va continuer pendant des années. On s'est senti être avec de la famille entre nos amis ici. Donc merci beaucoup encore une fois. Merci. Pour moi, le programme sert vraiment à améliorer la qualité des leçons des cours de l'EPS dans les écoles palestiniennes. On voit que les profs qui l'ont appliqué sont vraiment contents des résultats. Et ça a laissé la chance aux tous les élèves de participer, de jouer. Concerne la réalité de l'éducation de PS en Palestine maintenant, c'est vrai qu'il est hyper difficile, comme on a dit, on travaille que 3 jours par semaine. Et à cause de ça, les matières comme le PS ou l'art, normalement on perd ses horaires pour d'autres matières comme la physique, la chimie. Mais quand on a la chance de vraiment travailler avec les élèves, on applique les stratégies qu'on a apprises dans ce programme. On fait plusieurs terrains, on utilise les matériels qu'on a et on s'assure que les élèves seront activés et s'amuseront. بالنسبة لنا احنا استفدنا منه كثير وان شاء الله راح ننقل الخبرة للمدربين وللأساتذة اللي عندنا في البلد. On vous remercie encore une fois pour ce programme. On espère qu'il va continuer pendant des années et on va transmettre tout ce qu'on a appris ici à nos collègues en Palestine. La situation actuelle de sport en Palestine. Alors ce projet a démarré avant le Covid et depuis que nous recevons des collègues palestiniens ici en France, à Paris ou en province et depuis que nous allons en Palestine, ce que je retiens le plus fort, c'est leur engagement, leur investissement, leur courage et leur envie permanente de transformer leurs pratiques. Le football, je dis à mes élèves que c'est interdit à l'école. À quoi ça sert de faire du football? De toute façon, ils y jouent tout le temps. Le football n'a rien à faire à l'école, ce n'est que triche et magouille. On pouvait lire ces témoignages dans l'introduction du contre-pied hors série de 2014 sur le football, le numéro 9. Alain Becker dit à ce sujet, il est victime d'une culture professionnelle du no-foot, propre à l'éducation nationale. Facteur d'émotion, d'engouement, de passion parfois non contrôlée, de désordre populaire, il pose des problèmes à l'EPS. Alors, Aurélia et Roman, vous êtes tous les deux enseignants d'éducation physique et sportive. Aurélia Vavelet, toi tu es prof de PS dans l'Académie de Reims, et toi, Roman Demoré, tu es professeur de PS à l'Académie de Bordeaux. Ma première question, c'est est-ce que vous confirmez cette impression que les enseignants d'éducation physique et sportive voudraient le football à l'école? On va donner la parole à Aurélia, peut-être pour commencer. Aurélia, qu'est-ce que tu en penses? Bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir invité. Oui, effectivement, on entend énormément de collègues qui disent s'interdire d'enseigner le foot à l'école. C'est pas une question toujours de manque de formation comme la danse ou d'autres activités, hein. C'est vraiment un rejet de l'activité. Roman, qu'est-ce que tu en dis, Bonjour toi? Bruno et bonjour à tout le Salut. monde. Euh,
Bah, sur cela, en effet, il y a plusieurs freins qui reviennent, notamment en formation foot. Les premières, elles sont d'ordre d'hétérogénéité des niveaux. En fait, les collègues en fait, sont en difficulté par rapport comment dire, aux élèves qu'on appelle experts et qui ont un niveau très poussé de la pratique, comparé au niveau, aux élèves qui sont dits débutants et qui commencent, qui n'ont jamais été en contact avec un ballon au niveau des pieds. Ensuite, on a les contraintes matérielles du fait de pouvoir pratiquer. On pense souvent football, euh, sport de grand terrain, sport d'extérieur. Et donc, du coup, tout de suite, on se met un frein à pouvoir s'investir dans cette pratique. Et ensuite, on a la représentation qui culturelle de la part des élèves, mais aussi les représentations de la part des collègues qui mettent un frein en fait à, à cette implication dans l'enseignement du football. Si je peux poursuivre sur ça, en fait, souvent on associe des valeurs qui sont assez négatives au football. Et dû à la médiatisation, à l'individualisation de la performance, on remet beaucoup aussi en question l'arbitrage. On parle de valeurs que le football n'aurait pas. Et, euh, et en disant ça, comment dire, euh, en fait, à la fois les élèves, comment dire, le reproduisent et à la fois les professeurs, du coup, s'en emparent et ça devient un frein, une contrainte pour la mise en place. Et en fait, ça devient trop compliqué pour eux de pouvoir le gérer et de pouvoir, en fait, faire ce qu'ils font dans d'autres activités qui sont peut-être, comment dire, moins connus et à travers lesquels ils peuvent développer, co-construire en fait une pratique plus scolaire. Je Merci sais pas si Roman. tu veux qu'on développe ces points-là, mais Non, mais peut-être plus tard. Sur le plateau avec nous, merci Nicolas d'être venu nous rejoindre directement sur le plateau. Donc Nicolas Xis, toi tu es journaliste dans la revue Sport et plein air de la FGT, et aussi journaliste à SoFoot. Et justement, il y a quelques années, tu avais écrit un article où tu disais le football concentre une forme de défiance dans le monde éducatif. Tu as écrit ça dans une table ronde sur dans une revue qui s'appelle Mouvement, second mi-temps, subvertir ou aimer le football. Alors, est-ce que on peut avoir ce constat? Comment tu expliques toi ce constat d'un football qui serait un peu boudé à l'école ou d'une certaine défiance des enseignants d'éducation physique et sportive vis-à-vis du football? Parce que je pense, d'abord merci de m'avoir invité, on va quand même être poli. Je pense qu'en fait il y a plusieurs aspects qui rentrent en ligne de compte. D'abord, très longtemps le football a été réduit à un sport de beauf en France. Hein. C'est la vraie épiphanie, elle se produit en 1998 où tout le monde, y compris les élites intellectuelles de ce pays, ont commencé à s'y intéresser. Hein. Avant les sports nobles, c'était le rugby, le cyclisme, la boxe, sur lequel il y a des romans, des écrits. Mais avant, c'était un sport très populaire, très pratiqué, mais qui avait pas la cote, comme on dit, qui était pas hype pour reprendre un vocabulaire actuel. Donc il y a ça qui a joué. Deuxièmement, pour le monde de l'éducation physique et sportive, qui a dû constamment construire sa légitimité, qui a dû sans cesse réfléchir ses réflexions sur la pédagogie, et notamment par exemple autour d'articulation très forte sur la mixité. Le football n'était pas franchement le biais principal d'entrée, avec ce sentiment que tu as rappelé au départ, que de toute façon les gamins ils jouaient. Alors les gamines, on n'y pensait pas trop à l'époque, mais les gamins ils jouaient. Moi, mon intervention date comme d'il y a 10 ans, donc je mets entre parenthèses l'évolution qu'on a pu se produire entre temps, mais il y avait quand même ce facteur que c'était un sport qui existait, que l'éducation physique était là sur place pour faire découvrir d'autres disciplines, comme il a été rappelé, pour avoir une autre pédagogie, etc. Et en outre, je rappelle que le monde de l'EPS, par la formation de ses enseignants et ses enseignantes, a développé plutôt, je dirais pas, dirais-je, une distance, pas une aversion, mais oui, il y avait un côté, c'était pas un sport entre guillemets noble. C'était pas quelque chose qui était porteur comme l'athlétisme ou d'autres disciplines, aujourd'hui l'escalade par exemple, de vertu en soi. On le regardait, comme souvent les regarder la culture populaire, avec cette inquiétude mêlée de ce vieux fond d'aristocratie, d'élitisme de l'éducation sur on va leur apprendre les belles choses, ce qui est important, hein, d'apprendre le Rabelais ou enseigner d'autres choses aux enfants. Mais, en disant ça, je peux donner l'impression de produire une vision idyllique du football. Il y a aussi le fait que le football a beaucoup évolué de manière problématique dans les années 90 et 2000, surtout les années 90 où on a vraiment vu s'accélérer le phénomène commercial, économique,
de montée du racisme, des tas de problématiques qui sont concentrées. Moi, je pense que malgré tout, il y a ce fait que tout ce qui est populaire, forcément, à un moment, en France particulièrement, dans l'éducation, est interrogé de manière inquiète. Voilà. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai. On va revenir et c'est réciproque pour le monde du football également. Mais, on va revenir sur ce regard un peu critique du football. Alors, Julien Gou, bonsoir Julien, toi tu es professeur de PS pour l'instant encore toujours. Tu as été entraîneur à Blanc-Ménil. Tu as coordonné pas mal de sections sportives sur Blanc-Ménil. Alors, c'est vrai que le constat peut être daté. Aujourd'hui, avec du recul, est-ce que on peut avoir toujours cette suspicion vis-à-vis du football? Selon toi, est-ce que le football a toute sa place en éducation physique et sportive, de là où tu es maintenant? Et qu'est-ce que tu vois dans ton parcours que tu as eu, toi, en tant que prof de PS et les discussions que tu as pu avoir? Quelles sont les principales formes de résistance qu'on a pu rencontrer autour de l'enseignement du football en éducation physique et sportive? Bonsoir à tous. Au niveau, je vais répondre à la première question peut-être. C'est l'intérêt du foot pour moi, et je pourrais l'expliquer aussi ça peut être un frein, mais l'intérêt du foot déjà tout d'abord, c'est si on parle de motricité, parce que c'est quand même une des rares activités où on va chercher à transporter le ballon dans l'équilibre unipodal, et ça en fait une richesse motrice qui est particulière. Après, pour prendre un petit peu le contre-pied de ce qui s'est dit depuis le début, c'est aussi dire que l'intérêt, c'est que c'est une activité qui est universelle et qui est beaucoup pratiquée. Et en ce sens, permettre à des élèves de maîtriser cette activité, c'est aussi intéressant de ce point de vue-là. Après, sur je ne vais pas reprendre ce qui a été dit par les collègues, mais peut-être justement un élément qui fait que certains peuvent être réticents à l'enseigner, c'est la difficulté finalement pour le débutant à maîtriser le ballon, ce qui est moins le cas en tout cas sur les sports de main. Et ça, au-delà de tout ce qui a été dit depuis le début, ça peut s'avérer une difficulté et une des raisons qui fait qu'il est moins enseigné. Merci. C'est vrai que Nicolas, tu faisais référence justement à cette financiarisation du football, comme d'autres sports, mais quand même, lorsqu'on parle de sport capitaliste, de sport marchandisé, je pense que tout le monde a en tête le football. Aujourd'hui, quand on regarde la somme d'argent que brasse le football, c'est considérable. Hein. Quand je regardais là, sur les cinq grands championnats les plus gros, Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, France, ça génère 19,6 milliards d'euros. Ça semble presque non palpable. Les 20 clubs les plus riches de la planète cumulent 11,2 milliards d'euros. Quand on articule ce côté de la vente de joueurs à des sommes astronomiques, des salaires considérables, le racisme, les glissements aussi homophobes qu'on peut entendre, bon, un tas de valeurs qui finalement on se dit, mais est-ce que ces valeurs-là, on leur place à l'école? Alors, comment tu vois toi ce regard un peu de cette critique du football et son lien avec l'école dans ce que tu disais justement sur comment articuler culture populaire et culture légitime scolaire? Alors la culture populaire du foot, elle est complexe, elle est traversée de contradictions. Je vais citer un exemple, en FGT, on a énormément d'équipes de foot à 7, auto-arbitrées, avec des forts principes de règles, d'autogestion, de primauté du jeu. Ça n'empêche pas ces équipes de prendre parfois des noms qui font clairement référence à des grands clubs, de récupérer comme la société marseillaise du ballon le maillot de l'Inter de Milan, ou d'avoir les marques ou les codes, ou même des fois du mouvement ultra. Donc c'est compliqué la culture populaire parce qu'elle est traversée de contradictions, ce qui en fait à la fois son paradoxe, son parfois le côté dimension inquiétante et sa richesse. Pour rebondir, où est la réponse? Alors moi je ne veux pas me substituer au travail des enseignants, des équipes enseignantes, mais la transversalité c'est quand même quelque chose qui permet justement, on peut avoir des élèves qui pratiquent le football et dans un cours d'histoire ou autre, il n'y a rien de mieux que le football, moi je suis historien de formation, pour parler de l'histoire du XXe siècle ou de parler de ce qui se passe actuellement. Il y a énormément, moi je vais sortir un livre le 6 mai qui s'appelle Latéral gauche, qui parle justement comment des grandes figures du football nous permettent de comprendre le gauche et pour moi de voir même les manières de résister et de lutter. Donc ça c'est personnel, mais je pense que la transversalité permet
comme outil pédagogique nos enfants de à la fois pratiquer le football, et c'est très intéressant ce qui a été dit. On dit souvent pourquoi le football est plus pratiqué que le rugby, c'est parce que le football c'est plus simple, mais je rappelle à tout le monde que, et tous les spécialistes du corps le disent, le pied c'est la partie que l'homme maîtrise le moins bien. Par contre la main, tout le monde sait l'utiliser en permanence. Et en fait, dans ce cas, si j'ai écouté cette logique-là, les peuples d'Océanie sont une race vraiment supérieure, bien plus intelligente que nous les Européens, mais donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le football apporte beaucoup de choses, et en travaillant avec la littérature, parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes. Maintenant, il y a des auteurs récents qui ont écrit des livres passionnants. Il y a un moyen, je pense, d'aider les enfants à la fois à pratiquer quelque chose qui est pour eux valoriser, parce que le football, même si nous on le regarde comme ça dans les milieux populaires et dans le la population, c'est quelque chose de valorisé, de valorisant et d'aimer, et en même temps les amener à interroger, ce qui est aussi le rôle de l'école, qui devrait être le cas pour l'économie, la littérature, les rapports, enfin plein de choses, la citoyenneté. C'est censé développer l'esprit critique, la religion, tout ça. Donc à un moment, je pense que la réponse, elle se situe là. C'est à mon titre, également en tant que père de famille, qui a dû à un moment être confronté à ces questions-là. Merci. Latéral gauche, donc aux éditions éditions Libertalia, qui sont la meilleure maison d'édition du monde, hein, évidemment, on est tous d'accord. Alors, je me tourne un peu vers vous, là, en visio, sur quelles sont pour vous, avec toutes ces tensions, on pourrait dire, ou ces contradictions et ce regard critique qu'on pouvait avoir sur le football, sur ces valeurs qu'il porte, pourquoi on devrait l'enseigner à l'école? Alors, Romane, Aurélia, Julien, si vous voulez répondre en 1 ou 2 minutes, avant qu'on aborde un autre sujet autour de, finalement, quel football enseigner? Bruno, donc du coup, pourquoi l'enseigner? Julien a émis déjà comment dire, la première hypothèse, mais en fait, c'est que le développement du pouvoir moteur qui est assez unique, la spécificité du football par le pied, c'est un levier à la fois social et sportif dans le développement de la motricité qui est formidable. C'est vrai que tout le monde s'accapare le football, donc l'école doit jouer aussi ce jeu-là pour emmener, emmener le plus grand nombre possible à travers voilà, ces objectifs. Et donc, voilà, à travers donc, le levier, la motricité, qui sont pour moi des points qui sont centraux et dont l'école doit s'accaparer. Aurélia. Oui, donc à partir du moment où l'école opère une sélection parmi les savoirs et le patrimoine culturel d'une société, en fait, c'est le reflet de l'état de ses connaissances, et l'école suit l'évolution des connaissances. Donc en fait, les contenus d'enseignement qui découlent de cette sélection, tout ça constitue un savoir officiel. Et donc nous, en tant qu'enseignants et enseignantes de PS, on joue un rôle dans l'élaboration du curriculum scolaire à travers nos choix de programmation d'activités. Donc donner sa place ou non à une activité en EPS, ça n'est pas insignifiant. L'activité football et l'activité futsal sont des activités très populaires dans le monde entier, hein, comptent un nombre de licenciés très important. Nos élèves la demandent très souvent, et plus seulement les garçons. Donc c'est vraiment un élément de notre patrimoine culturel sportif. Et je pense qu'à ce titre, il a forcément sa place à l'école. Je pense même qu'on doit l'enseigner pour proposer des modalités de pratique en cohérence avec les valeurs positives qu'elle est capable de véhiculer, ce qui demande de prendre la distance nécessaire avec les images très médiatisées du football auxquelles nous sommes souvent confrontés. Euh, pour moi, le football représente avant tout des valeurs de partage, le partage des efforts collectivement consentis, le partage des émotions, de la jubilation de la victoire comme de la déception de la défaite, d'entraide, de solidarité, de respect et de fair play. C'est pas parce qu'on n'est pas en accord enfin, avec les valeurs véhiculées dans le football professionnel ou par les médias ou par certains de ses protagonistes qu'on ne doit pas s'emparer de l'occasion de l'enseigner autrement. Euh, Merci Aurélia. ouais. Alors, peut-être Julien, avant que tu parles, un petit détour par Mayotte, où on a un collègue qui est en direct avec nous, qui s'appelle Pierre Salomé. Alors, à Mayotte, clairement, plusieurs professeurs de PS ont choisi d'enseigner le foot, de le faire pratiquer à leurs élèves, que ce soit dans le sport scolaire, en section sportive. Donc il y a un investissement massif, hein, on pourrait dire, de ce que tu me racontais quand on préparait cette soirée de l'EPS. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur cet engouement, presque on pourrait dire, autour du football qui existe à Mayotte?
Oui, bonsoir. Mais tout d'abord, merci pour l'invitation, hein. Pour une fois qu'on peut un peu valoriser notre territoire, ça fait du bien. Et puis valoriser un petit peu le travail des collègues pour qui le quotidien n'est pas forcément simple. Et puis nos élèves aussi, les mettre un petit peu en valeur et mettre un petit coup de projecteur sur nos gamins qui sont très enthousiastes à l'idée de pratiquer et encore plus le foot. Donc ouais, le foot ici sur le territoire, de manière générale, c'est l'activité numéro un. Elle se joue partout, tout le temps, sur différentes surfaces. Ça peut être sur les terrains de foot, de qualité hyper variée, sur tous les plateaux sportifs qui sont tous découverts et très abrasifs, mais j'y reviendrai peut-être un petit peu après. Sur les plages et la moindre surface de jeu possible et inimaginable. Donc ouais, les effectifs ils sont assez volumineux ici sur le territoire. En ce qui concerne le foot et les activités, je parlerai des activités foot parce que parce que j'y reviendrai un petit peu aussi après. Donc ouais, sur l'NSS Mayotte, futsal, activité numéro un et numéro 2, loin devant les autres activités. Ça représente 35% de nos licenciés à peu près. Et quand je fais un comparatif avec le national, je crois qu'on est à 15%. Et puis, si je fais une petite particularité aussi locale sur le foot féminin ici, qui marche très très fort sur tous ces licenciés là sur notre territoire, on a plus d'un tiers qui sont des filles. Et si je compare encore une fois sur le national, qui reste à 19%. Et puis de manière un peu plus concrète, si je peux me permettre, on va faire un petit zoom sur ce qui se passe dans mon établissement. On est 2000 élèves, 17 collègues, 17 profs de PS, une équipe très jeune, dynamique, enthousiaste. Et voilà, on a un taux de licenciés qui s'élève à 35-40% globalement, donc ce qui représente à peu près un peu plus de 600 élèves à encadrer. Et sur ces 600 à 650 élèves, on a la moitié de nos élèves qui pratiquent le foot. Donc à peu près 200 garçons et puis 100 filles. On joue sur des surfaces différentes. On a ciblé sur le territoire une pratique de foot à 7 ou foot à 8 selon les catégories pour les garçons. Et puis sur la pratique féminine, on a fait évoluer un petit peu la pratique. Là aujourd'hui, on est installé sur une pratique futsal, sur un plateau, sur les plateaux sportifs qui sont globalement ouverts, donc soumis aux intempéries avec une surface de jeu très très abrasive. Et puis on a aussi la possibilité pour les collèges qui le peuvent de pratiquer le beach soccer parce qu'on a des plages, et en l'occurrence c'est notre cas, on a une plage à 10 minutes à pied de notre collège. Et donc nous c'est un lieu de pratique qu'on exploite pour le foot et d'autres activités. Voilà, et on a encore plein d'autres particularités en termes de tenue et en termes de règlement. Je ne sais pas si j'y viens tout de suite ou un peu plus tard. Bah, peut-être que tu reprendras la parole, Julien. Bon, quand on voit ce qui se passe là à Mayotte et puis le zoom sur ce collège, visiblement, ils ont clairement choisi d'enseigner le football. Toi, quel regard tu portes sur ce projet et puis justement sur un peu cette question autour de pourquoi enseigner le football? Sur le projet, je le partage tout à fait. On peut rentrer par ce que vient de dire Pierre, c'est que si on peut aussi dire qu'il est important d'enseigner le football parce que c'est un sport qu'on peut enseigner éminemment en mixité. Contrairement à d'autres sports collectifs, la dimension athlétique est beaucoup moins importante. On est plus sur un sport de maîtrise et d'adresse. Et en ce sens-là, en tout cas sur des niveaux de débutants notamment, c'est un sport qu'on peut totalement enseigner en mixité. Et ça, au regard des objectifs aussi de l'école, c'est une raison valable pour dire qu'il est important d'enseigner le football. Et après, je rejoins aussi ce qu'a dit Pierre, c'est un sport qui se pratique partout et qui est universel. Au-delà d'être populaire, il est universel. J'ai souvenir de voyages, que ce soit au fin fond d'Amérique du Sud ou au fin fond du Népal, et d'avoir vu et des filles et des garçons pratiquer ce sport-là. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'au-delà d'être populaire, il est universel, et c'est aussi une des raisons qui fait qu'il doit être enseigné. Bon, on vient de l'entendre à plusieurs reprises. Je crois qu'on devrait parler des footballs, non pas du football, vu les différentes formes qu'on a déjà pu voir à l'image et des espaces. Alors, Pierre, tu disais que justement vous mettiez en place des règles particulières
J'aimerais qu'on s'attache un petit peu maintenant à se dire, d'accord, le football, mais vous dites à plusieurs reprises, dans ce qu'on peut entendre, que vous avez adapté vos règles, que vous avez proposé des règles. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de ces règles particulières que vous avez mis en place, vous, dans ton collège, peut-être plus largement d'ailleurs à Mayotte, dans le cadre du sport scolaire, qui permet de faire vivre ce football, un autre football finalement? Oui, ouais, c'est pas un autre football. Je pense pas que ce soit un autre. On parle des activités foot, je pense, parce qu'elles sont multiples et encore, je pense qu'il y en a d'autres, hein. On aura peut-être l'intervention d'un collègue de la fédération de la FFF qui nous en parlera, mais on parle aussi de ces foot, de golf foot, de foot en marchant, qui peuvent aussi fonctionner dans le cadre de l'AS et aussi dans le cadre de l'EPS, et peut-être qu'on a tendance des fois à l'oublier ou ne pas le connaître. Mais pour revenir un petit peu à la première question, oui, sur notre territoire, mais c'était surtout l'idée d'accueillir au mieux et de faciliter au mieux et de simplifier la tâche à nos jeunes filles qui arrivent, donc nos benjamines, hein, en gros nos 6e, 5e, qui ont peu touché la balle, mais qui ont une énorme envie, parce qu'elles ne peuvent pas forcément, ou les parents ne veulent pas qu'elles s'inscrivent dans les clubs environnants pour différentes raisons. Peut-être qu'on y reviendra un peu après. Mais du coup, on s'est basé, puis on a un peu intégré certaines règles de U8 et de U9 sur, par exemple, la relance protégée du gardien. Donc, les activités, elles jouent en futsal. Et puis, on a essayé cette forme de relance protégée du gardien dans la zone des 9 mètres pour faciliter le renvoi et fluidifier un petit peu le jeu. C'est pareil, on a extrait de la catégorie U8, U9 la touche adaptée avec la possibilité de repartir en conduite de balle. Et puis, il y a même quelques années en arrière, on a essayé le foot à 5 avec des surfaces de jeu un peu plus larges, sur des surfaces de jeu vraiment sur des terrains de foot. Ce qui nous a posé problème, c'était la qualité du terrain. Maintenant, on a quelques synthétiques, donc du coup, ça vaudrait le coup d'y retourner. Voilà. Alors merci. Justement, dans les formes de football, on va dire dans la grande diversité, la FFGT, Nicolas, a été une fédération qui a innové très tôt, hein, en proposant justement le foot à 7 auto-arbitré. Aujourd'hui, d'autres types de football, dont le walking foot. Est-ce que tu peux nous dire un peu les footballs de la FFGT? Qu'est-ce qui existe? Quel type de rencontres, de compétitions vous développez? Alors déjà, je vais commencer par un peu de toute humilité, le football, moi j'ai une expression, le football est plus grand que la FIFA. C'est qu'en gros, depuis toujours, le football a été des footballs. Il y avait toujours le foot de rue, il y avait les pratiques informelles dans des pays où il n'y avait pas forcément les moyens de s'organiser autrement. C'est vrai qu'on a cette vision, mais qui est très importante aussi, de cette espèce de grande église qui est le foot à 11 classique, avec les règles qui ont été adoptées en 1963 par des collèges anglais, donc quelque chose, mais qui fait aussi sa force. Cette unicité a fait très longtemps sa force, cette division. Mais le football a toujours été très divers. Et la FFGT, elle a, au cours de son histoire, adapté le football, tout en gardant un football à 11 qu'elle a aussi amendé à sa manière, j'y reviendrai. Mais il y a eu évidemment l'épisode le plus connu, c'est celui de l'apparition et du développement du foot à 7, mais non seulement le foot à 7, parce que qui est né donc à la suite des grèves de mai 68 et aussi d'innovation en Ardèche. C'était pas seulement on jouait 7 contre 7, ça existait aussi avant où il y avait des tournois de sixte, c'est sans arbitre, avec plus de hors-jeu, des touches au pied. Donc ça changeait. Et d'un côté, quand vous enlevez le hors-jeu et que vous interdisez par exemple les tacles, ce qui est aussi une réalité, vous supprimez quand même, disons, 90% des raisons de s'engueuler sur les règles entre joueurs. Ça n'empêche pas les conflits, il y en a, mais ça en supprime énormément. Ça propose aussi une configuration de jeu où tout le monde est concerné. Même quand vous perdez 7-1, vous avez joué en fait. Parce que vous étiez tout le temps, vous avez l'occasion de marquer, ou les gardiens de but eux-mêmes sont tout le temps sollicités. Parce que quand vous êtes gardien de but, si votre équipe de foot à 11 elle domine, vous pouvez 90 minutes à tenir un poteau. Et là, il y avait quand même cette notion de plaisir, de jeu, et évidemment des conceptions derrière, d'autogestion. Il y a évidemment, tu as cité le cas du walking foot, qui est pas une invention FFGT, pour le coup non plus, mais qui est cette idée qu'on peut jouer au foot toute sa vie. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on joue enfant, mais on peut jouer après un certain âge, en adaptant la pratique au fait que les corps vieillissent, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier, qu'il faut aussi les préserver, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent de jouer au foot et quand ils s'y remettent se blessent parce qu'ils veulent retrouver immédiatement les sensations, la rapidité qu'ils ont forcément perdues, et ils peuvent avoir des accidents. Puis il y a des règles adaptées aussi dans le walking foot, la mixité y est très présente, et il y a d'autres catégories de... Enfin, le futsal, il n'est pas qu'en FFGT, mais il existe aussi, il se développe énormément. Le foot
moi, plutôt que d'opposer des styles de football, c'est cette richesse et cette pluralité sur laquelle je veux toujours insister. Pour ça, je dis le football est plus grand que la FIFA. La FIFA, elle a des règles, elle a un international board, c'est très classique. Elle réfléchit éventuellement à changer des règlements pour des raisons de spectacularisation du sport. Là, on a eu des débats sur le hors-jeu, etc., et d'où les problématiques. Mais il y a une richesse culturelle du football tel qu'il se pratique. Et c'est Johan Cruyff, qui est un des grands footballeurs de l'histoire, et qui est donc hollandais, et qui disait qu'en fait, pour lui, son génie, il venait de ce qu'il avait appris en jouant dans la rue en gamin. Et Maradona disait la même chose. Il y a aussi cette dimension-là, mais les opposer, c'est absurde, mais il faut en tenir compte. Et je pense que dans le monde de l'éducation physique et sportive, et on voit avec le cas de Mayotte, la demande de jouer au foot, notamment des filles, elle vient de là aussi. Donc il faut arriver à articuler tous ces envies et ces flux sociaux, culturels, etc. C'est compliqué, mais l'enjeu est de taille, et je pense qu'il y a vraiment un outil extraordinaire. Et la FGT, je répète, il y a quand même, je sais pas, 30 000 personnes maintenant qui jouent au foot à 7 en auto-arbitré, et c'est des gens qui peuvent par ailleurs jouer en foot à 11 en 3F. Donc il y a quelque chose qu'il faut arriver à percevoir et à apprécier. Et c'est intéressant. Moi, je dis toujours que la FGT, c'est le punk et le hip-hop du sport. C'est-à-dire que c'est le punk au sens où c'est subversif. Il y a un contenu politique, social, une volonté d'utiliser le sport pour apporter quelque chose dans les transformations de la société. Et c'est le hip-hop parce qu'on prend malgré tout des éléments du sport dominant, mais on les sample. On les modifie, on en fait quelque chose d'autre à notre manière, tout en n'ayant pas de problème à avoir des références. Et c'est cette articulation entre ces deux dynamiques, qui sont des emprunts à la culture populaire musicale, pour le coup, qui me semble particulièrement instructive. Et là, je dis, c'est qu'encore, je t'envoie ce que je disais sur la transversalité, je pense que là, pour le coup, il y a vraiment un moyen de permettre aux enfants pas de s'emparer du foot, mais de leur dire qu'on valorise quelque chose qui leur appartient, en leur demandant malgré tout de réfléchir, parce que l'école est là pour ça. C'est pas parce que vous aimez, moi, je vais faire une référence à un enseignant de littérature que j'ai rencontré, qui me disait, c'est pas parce que mes élèves aiment lire de la science-fiction qu'on va pas l'enseigner, parce qu'on va trouver que c'est une littérature, mais il y a vraiment moyen de s'en emparer, de la questionner, à travers des grands romans qui peuvent, ou des séries de SF qui peuvent regarder en boucle sur les streamings, qui viennent souvent de romans, les interpeller, qu'est-ce que c'est, à quoi ça renvoie, quels sont les univers derrière, mais ça n'est pas leur interdire de prendre du plaisir. Merci. Julien, toi, tu étais dans différents ancrages, justement, à réfléchir aussi à quel football articuler avec la question de la compétition. Alors, comment tu as samplé, toi aussi, de ton côté, un certain nombre de règles, de propositions pour essayer de faire bouger les lignes dans les formes de pratique, dans les formes de rencontres compétitives autour du football? Ouais, je précise avant de partager ça, sur le fait que ce que tu dis là, ça peut aussi être, on parlait des freins tout à l'heure, c'est que contrairement au sport collectif de main, le foot, alors en ce moment, nous, dans le foot, on parle de expect goal. C'est finalement considérer les moments où on a une occasion franche de marquer. Et on voit dans plusieurs matchs que c'est pas nécessairement l'équipe qui obtient le plus d'expect goal, pardon, qui gagne le match. Et ça peut être un frein parce que le foot, il a cette particularité-là, c'est que c'est pas nécessairement l'équipe qui domine, qui remporte le match. Et ça, c'est contrairement à des sports tels que le basket ou le hand, par exemple, où l'équipe qui domine a beaucoup plus de chances de remporter le match. Ça s'est vérifié aussi dans tout ce qui est les jeux des paris sportifs. Ça prend beaucoup au foot et ça a du mal dans d'autres sports parce qu'il y a beaucoup moins de surprises. Et en ce sens-là, et notamment en EPS, pour le rendre un petit peu plus enseignable et que ce soit cohérent aussi par rapport au lien entre les progrès que réalisent les élèves et la note qu'ils vont obtenir à l'arrivée finalement, on peut aménager les règles en valorisant certains types d'actions, en valorisant certains critères aussi, tels que les ballons touchés, tels que les passes réalisées vers l'avant, tels que les séquences collectives à plus de 3 passes. Donc, c'est tout un tas de choses où on peut faire évoluer les règles, mais je rejoins ce que disait Nicolas tout à l'heure. On parlait de foot contextuel et de foot, on va dire, officiel. La richesse du foot, c'est qu'on peut le jouer partout, à 3 contre 3, 2 contre 2, à 4 contre 3 même, où ça s'est vu et dans les campagnes et dans les villes, avec j'ai plusieurs générations qui pouvaient se confronter, où on met 2 grands contre 3 petits, où voilà, c'est des choses qui se sont toujours faites et on peut aménager ces règles-là de cette manière-là. Après, il y a une grande difficulté au foot, c'est marquer. Donc, on peut aussi jouer au foot sur plusieurs buts, on peut l'envisager.
Et ça, c'est des choses qui sont totalement possibles. On va attaquer plusieurs buts et défendre plusieurs buts pour rendre aussi plus facile l'action de marque et valoriser des actions qui s'avèrent efficaces. Et après, je rebondis sur ce que disait Nicolas, je fais un clin d'œil aussi à l'actualité. Nicolas, il disait, si tu supprimes le hors-jeu et que tu enlèves les tacles, il y a moins de problèmes. Donc, petit clin d'œil au futsal, hein, vu qu'on n'est pas loin de ça. Et à notre équipe nationale qui confirme que nous sommes devenus un pays de futsal aussi. Et le futsal, c'est pas une unité de lieu, c'est une unité de pratique. Et on peut mettre les règles du futsal sur des terrains synthétiques, comme disait Pierre tout à l'heure, sur des terrains en béton, même sur la plage proche de l'eau où le sable est un peu plus dur. Et voilà, on peut adapter le foot et en ce sens, c'est intéressant. Merci. Alors, intéressons-nous un petit peu justement au sport de haut niveau. Alors, on s'est toujours intéressé, nous, le STEP FSU, au sport de haut niveau, non pas pour essayer de le reproduire dans le monde scolaire, mais parce qu'il nous semble que l'analyse du haut niveau permet de dégager un certain nombre de tendances, de grandes lignes de force sur l'évolution de la culture et des savoirs que porte, et en termes de créativité, le sport. Et donc, quand on doit faire des choix de savoir à enseigner aux élèves, on trouve important de se référer à une culture en mouvement et se dire, mais aujourd'hui, où on en est dans cette créativité, cette inventivité, et essayons de voir comment cette inventivité, cette créativité, elle peut aussi influencer la façon dont on va faire rentrer les débutants dans les activités qu'on va enseigner. Alors, avec nous, ce soir, on a Laurent Mouret, qui est conseiller technique national en charge du développement du foot en milieu scolaire, mais qui est aussi un observateur des adversaires des équipes de France A et Espoir Garçon. Et c'est plus encore à ce titre-là, je crois qu'on t'a invité. Est-ce que tu pourrais, là, partager avec nous la façon dont on pourrait caractériser le foot aujourd'hui de haut niveau? Alors, je voudrais partager avec toi ce que dit Michael Correa dans une histoire populaire du football, de la découverte. Et en regardant un peu l'histoire du football, il dit que le football, notamment le football populaire et des ouvriers, valorise plutôt le jeu collectif avant de valoriser le résultat. Il valorise l'attaque, l'initiative, l'intensité et la jubilation du but. Est-ce que aujourd'hui, le football, on pourrait dire contemporain, moderne, s'inscrit un peu dans ces grandes lignes? Bonsoir tout le monde, merci pour l'invitation. Alors oui, effectivement, hein, si on parle de football de haut niveau et de certaines dérives que vous avez évoquées tout à l'heure, qui nuisent à l'image du football et dont on est un peu victime d'ailleurs. Si on parle de football de haut niveau, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, le résultat est important et même fondamental. Il n'y a aucune équipe qui peut se permettre, pour plein de raisons financières quand on parle de club, mais aussi parfois même diplomatiques quand on parle d'équipe. On l'a vu à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui peut se permettre de perdre. Donc aujourd'hui, on est sur une optimisation de tous les secteurs de jeu, tous les secteurs de tous les moments du match. Euh, il y a quelques années, quand j'étais sur les bancs d'université, j'entendais parler de football total. On avance toujours dans ce football total. Aujourd'hui, on se rend compte sur les observations du dernier championnat d'Europe et de la dernière Coupe du Monde qu'on est sur du marquage individuel tout terrain, quelque chose qui avait disparu pour de la zone. On revient sur le marquage individuel tout terrain. Vous avez vu qu'il y a eu une évolution des règles avec notamment le 6 mètres qui peut se faire maintenant dans la surface de réparation avec des stratégies qui sont mises en place donc dès l'endroit le plus bas du terrain pour construire une action, donc avec des cheminements qui sont déjà prévus et pensés. Voilà. Et puis on est aussi très influencé quand même, on peut se le dire, par le football espagnol qui domine et qui continuera à dominer d'ailleurs pendant quelques temps, on pense, ils ont mis en place ce jeu de position, voilà, où ils occupent une largeur maximale, un espace le plus grand possible, des joueurs très techniques, des joueurs capables c'est des études qui ont montré de scanner, de checker leur environnement deux ou trois fois par seconde avant de recevoir un ballon. Donc ça demande un haut traitement cognitif d'informations dans un environnement instable. Tout à l'heure, vous parliez des fondamentaux de la discipline qui peuvent intéresser. Moi, je pense qu'il y a ça aussi. Il y a ce traitement cognitif de l'information. Il y a une incertitude sur la ligne de hors-jeu qui bouge. Donc, il faut prendre des informations. Et puis, on a aussi, dans ce football espagnol, on a vu apparaître des joueurs capables de jouer à tous les postes. Donc, des systèmes hybrides. Ils démarrent souvent avec un 4-3-3, mais qui se transforment
en 3-3-4, voire en 3-2-5. Voilà, des joueurs qui peuvent démarrer à gauche mais finir attaquant, qui peuvent sur une action rester devant et stagner et stationner, comme on dit, en pointe. D'autres revenir. Voilà, on a les Italiens ou les Sud-Américains qui jouent beaucoup avec des défenses à 3 au départ, mais pour chaque fois intégrer un joueur, parce qu'on sait que le joueur lancé apporte de la difficulté pour défendre. Donc voilà, et puis le dernier phénomène qu'on observe, mais qui s'observe aussi, je crois, dans tous les sports, hein, je pense notamment au handball avec les montées de balles ou au basket, c'est cette exploitation du temps de transition. Voilà, où ça va très très vite, ça réagit très vite. Donc des joueurs qui anticipent une perte ou une récupération pour se projeter et avoir un temps d'avance. Voilà, c'est un peu les grandes tendances qu'on remarque dans le jeu et, euh, avec effectivement un constat, c'est que ça court beaucoup. Aujourd'hui, il n'y a plus un match de haut niveau où les joueurs ne courent pas au moins 12 kilomètres. Voilà, c'est ça le haut niveau aujourd'hui dans le foot. D'accord. Et alors, moi, j'avais été marqué par un article de Fabien Archambault qui a étudié le football en Italie. Donc, il a étudié le football des années 43 aux années 80. Donc, c'est un article historique. Et il caractérise justement entre le football catholique, plutôt, on va dire, qui était d'inspiration capitaliste pour faire de l'argent, du pari, et le football ouvrier qui était montant, un peu une vision revisitée de Don Camillo Pepone. Il dit, à l'intérieur de cette comparaison des deux, le football catholique, voulant s'assurer les investissements, les paris, va inventer un système défensif qui est le catenaccio, donc plutôt pour fermer, avoir une espèce de neutralisation du score, et le football ouvrier, alors je vais vite, parce que dans les grandes lignes de caractérisation, est un football, il rejoint un penseur Gramsci qui disait c'est un football offensif, qui cherche des buts, qui ose défier l'adversaire pour scorer, pour marquer, pour essayer de renverser finalement la domination de classe. Est-ce que cette tendance un peu sur le football, on retrouve ces grandes lignes d'une défense pour s'assurer finalement un score qui permet de gagner un championnat. Comment tu regardes, toi, aujourd'hui, le football des années 2000 par rapport à cette tendance-là? Ah, je pense que le football s'est mondialisé maintenant. Maintenant, on a de toute façon des grands bassins de formation. Voilà, on a parlé de l'Espagne, on sait qu'il y a le Brésil qui forme beaucoup, et puis on sait qu'il y a la France. J'ai même envie de dire, pour faire un clin d'œil à Julien, le bassin de l'Île-de-France, qui on dit c'est le meilleur centre de formation du monde, parce qu'il y a énormément de joueurs qui sortent de la région parisienne. Euh, bon, et je pense que c'est un peu dépassé. Cette vision-là est un peu dépassée aujourd'hui. On est sur quelque chose de mondial et avec des bonnes idées partout. Alors voilà, on pourrait dire dans les championnats que l'on observe, on a des gens effectivement très disciplinés. Je pense tout ce qui est pays nordiques ou germaniques qui sont toujours très. Mais ça, c'est dans leur culture. Ils sont aussi très très disciplinés. Voilà, avec euh, peut-être des gens qui ont moins de talent, on va dire, qui sont plus sur une organisation rationnelle de l'équipe. Voilà, et puis qui ont développé beaucoup de choses, des stratégies sur les coups de pied arrêtés, parce qu'on sait que c'est 30% des buts, les coups de pied arrêtés, donc c'est quelque chose qui est très travaillé. Et puis on a peut-être à l'inverse les Sud-Américains qui sont plus truqueurs, plus fantasques aussi dans le dribble, dans la créativité. Voilà, puis on va dire au milieu, on a un peu les Européens avec vraiment les Espagnols qui se démarquent avec quelque chose de nouveau sur ce jeu de position et sur une grosse domination technique, une grosse maîtrise technique. Voilà. Mais après, si, franchement, pour vous dire aussi, sur les compétitions de haut niveau, ce qu'on observe, c'est quand même une grande peur, une grande peur de perdre. Donc, beaucoup de sécurisation, parce qu'on a peur de perdre, on a peur d'être affiché par un score fleuve en notre défaveur. Et toutes les nations qu'on croit sur les championnats d'Europe ont peur de ça, quoi, parce que quelqu'un qui prendra un 5-0, comme le Brésil a pris une grosse défaite en demi-finale dans la Coupe du Monde qu'elle a organisée, c'est quelque chose qui est vécu comme une humiliation pour tout le monde. Et tous les joueurs, tous les sélectionneurs ont peur de ça. Donc ça, et parce qu'on sent qu'il y a une pression, il y a un poids de plus en plus lourd sur ce sport de haut niveau. Merci, Laurent. Nicolas, toi, tu regardes comment ce football, je dirais moderne, mais plutôt ce football des années 2000?
Alors, ça a été dit, hein, c'est mondialisé, il s'est uniformisé aussi. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Espagne donne l'impression d'être très très forte, et d'ailleurs, ça se voit au niveau des titres qu'elle a remportés. C'est aussi lié à une génération très talenteuse, hein. Il y a des styles de jeu, si vous n'avez pas les joueurs pour les mettre, qui ont le talent et l'inspiration. Et d'ailleurs, c'est très intéressant pour l'éducation. Comment on fait pour mettre en avant le talent sans faisant une éducation, sans discriminer, sans mettant derrière les, comme vous appelez les footballeurs débutants. Le talent, c'est quand même quelque chose d'essentiel dans le sport de haut niveau et dans la pratique sportive. Le talent, l'inspiration, la maîtrise technique. On aime souvent dire que c'est un art aussi, le football. Je suis plus réservé parce que les comparaisons de cette nature-là, dans les deux sens, me fatiguent. Mais il y a cette problématique-là aussi. On voit quelqu'un comme Nabil Fekir, hein, pour les gens qui le connaissent, qui est un footballeur qui continue à faire ce qu'on appelle les gestes inutiles, des choses qui au haut niveau ont un peu disparu parce que trop dangereux, tu peux perdre la balle, ou ça ne sert à rien. Mais il continue à avoir ce côté un peu spectaculaire foot de rue. Mais pour revenir à ce qui a été dit, et à questionnement qui est intéressant, il y a un chiffre qui a été donné, c'est l'athlétisation du football aujourd'hui, elle est quand même focalisée sur le nombre de kilomètres que parcourent les joueurs. Et donc effectivement, comme elle dit, tout le monde défend, tout le monde attaque. Aujourd'hui, ce qu'on appelait, autrefois on appelait ça un arrière gauche, un arrière droit. Maintenant, c'est tous devenus des pistons qui en fait remontent tout le long de la longueur du terrain si nécessaire. Il n'y a plus d'ailier, tout le monde est défenseur, tout le monde. Et on voit bien, par exemple, Kylian Mbappé est très critiqué parce qu'il ne défend pas. C'est le mec, c'est un attaquant, c'est son rôle. On peut penser ce qu'on veut du joueur, mais aujourd'hui, un attaquant qui ne revient pas pour défendre ou qui ne fait pas ce qu'on appelle maintenant le pressing haut, c'est-à-dire que maintenant, quand la balle est perdue, l'attaquant doit devenir un défenseur qui va... donc il y a une intensité énorme, permanente, qui, quelque part, s'est généralisée partout, quels que soient les styles de jeu. Moi, je trouve que la Coupe d'Afrique des Nations m'a marqué de ce point de vue-là, parce que j'ai trouvé que ça s'était quand même, entre guillemets, alors il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en Europe, mais très européanisé. La finale entre le Sénégal et le Maroc, jusqu'à ce que ça déraille un peu sur des décisions d'arbitrage, et qu'évidemment, pour des raisons de pression politique, etc., mais c'était très ennuyeux, très, très fermé, très problématique, parce que plus personne n'ose se livrer. Donc, moi, j'ai un regard assez... je suis, pour tout vous dire, je suis fasciné par le fait que le football est devenu plus spectaculaire, mais plus ennuyeux en même temps. Et c'est étonnant l'articulation entre eux, parce qu'effectivement, il se passe des choses, des matchs, des combinaisons. La finale PSG-Inter est un exemple assez intéressant. Il a raison, l'Inter, ils ne se sont toujours pas remis d'avoir pris 5-0 en finale. Mais le football est devenu plus spectaculaire, mais plus ennuyeux. Et pour le Catenaccio, moi, j'ai pas cette analyse-là, parce que c'est des gens comme Herrera, par exemple, qui l'ont installé. Et il y avait quand même cette idée, avec des équipes moins riches, avec des joueurs, entre guillemets, moins valorisés, moins talentueux, on va faire une défense très solide, on appelle le bloc bas aujourd'hui, très solide, très solidaire, et on va marquer 1 ou 2 buts en contre, et on va retourner le rapport de force qui est en notre défaveur totale, pour gagner quand même, malgré qu'on ait des grosses formations à l'époque qui étaient en face de lui, comme le Juventus ou le Milan. Si on doit faire une métaphore politique avec le contexte actuel, on est plutôt dans cette logique-là, hein, si on devait réfléchir intelligemment, au lieu de faire des primaires pour savoir qui va faire 3% en présidentielle. Donc c'est peut-être ça, en fait, la leçon que je tirerais de cette époque, mais c'est très, très intéressant. L'Espagne, moi je pense que aussi on la regarde très belle, parce qu'elle a une très belle génération de footballeurs. Tout le monde n'a pas un Lamine Yamal dans son effectif, hein. Merci Nicolas. Laurent, par rapport à ce que tu disais, quand on préparait la soirée de l'EPS, là, on échangeait notamment sur des principes de jeu, et on évoquait la question des deux lignes, de plus en plus marquées dans le football, avec un milieu qui s'affaiblit, et tu me disais, mais ça on retrouve finalement ce qu'on peut retrouver dans le futsal, et donc ça crée une certaine unité du point de vue des façons dont on pourrait enseigner les footballs, que ce soit en futsal, avec des espèces de transversalité dans des grands principes. Dans tout ce que tu as dit sur le football de haut niveau, puisque toi justement tu réfléchis aussi au foot dans le monde scolaire, c'est quoi les principes un peu, quel fil tu tires, qu'est-ce qui pourrait venir éclairer les choix d'enseignement du football dans le monde de l'école? Ben, en tout cas, si on doit faire un lien ou un dénominateur commun entre le football scolaire et le football de haut niveau, moi je trouve que c'est ça, c'est cette capacité à être capable de jouer un peu à tous les postes et de changer sans arrêt de statut. Et c'est pour ça que pour le coup, mais ça a été dit tout à l'heure, le futsal est très intéressant parce qu'on est sur un terrain moins grand, et donc ce changement de statut qui fait la richesse
de ce sport-là, parce qu'on sait qu'il y a des paires de balles quasiment constantes, hein. Au plus on est débutant, au plus le statut d'attaquant-défenseur change très très vite et donc nécessite des réadaptations. Donc au plus on réduit le nombre de joueurs, au plus on va avoir ces changements de statut qui font ça. Et évidemment, presque plus de postes. Voilà, presque plus de postes, c'est intéressant. D'ailleurs, tout à l'heure, on évoquait le futsal qui plaît quand même dans le monde scolaire, mais on a aussi développé le 3-3 futsal sur un seul but. Et ça aussi, ça nécessite de réagir très très vite à un positionnement, à une orientation des épaules, et qui contribue à un enseignement qui va ressembler à ce qui se passe au niveau, hein, parce qu'il faut aller très vite dans son analyse de la situation, dans son placement, dans ses déplacements, dans pouvoir être, comme on dit, voir et être vu. Voilà, comment je me déplace pour voir et être vu sans arrêt. Et là, voilà, encore une fois, le collègue de la FSGT disait qu'ils ont une belle génération, les Espagnols, mais c'est depuis 2008 qu'ils ont une belle génération. Et parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur ça, sur le voir et être vu. Voilà, je me déplace pour voir et être vu. Et je suis capable en même temps de maîtriser sur le plan technique mes différents gestes. Donc nous, on réfléchit là-dessus. Et d'ailleurs, le Brésil aussi était là-dessus, hein, sur beaucoup de futsal, un peu comme Pierre disait à Mayotte, on joue sur des terrains parfois pas simples, mais voilà, avec un ballon lesté comme celui de futsal qui va pas monter au sol et qui permet déjà de régler pas mal de problèmes. Voilà. Après, l'autre approche, c'est la maîtrise technique quand même. Et là, pour tout vous dire aussi, au sein de la Fédération française de foot, on était parti sur enfin, on a un peu évolué parce qu'on avait des joueurs très techniques. Après, on s'est dit, il faut quand même des joueurs qui soient capables de réfléchir et d'analyser le jeu. Et on se dit, attention, on est peut-être en train un peu de perdre la qualité technique de nos joueurs. Donc voilà, il y a un curseur toujours qui est fin à mettre et à orienter sur la formation de nos jeunes joueurs. Merci Laurent. Alors avant de justement rentrer sur la question de mais qu'est-ce qu'on peut faire avec des élèves, on a vu dans le chat, certains collègues posent des questions, mais comment je fais avec ma classe de 30 élèves, de garçons et de filles, pour qu'ils jouent tous ensemble. Donc on a demandé aux collègues justement présents d'éducation physique et sportive quoi enseigner, comment vous y prenez. Un petit détour par l'écho des luttes autour de notre rubrique. Salut tout le monde. Ce soir, je vous emmène à Grenoble, au collège Lucie Aubrac. Dans notre collège de REP+, on est en grande difficulté. Il nous manque des heures de VSH, il nous manque des profs. Il n'y a pas assez d'éducs de près dans le quartier. Il manque des places en ULIS, il manque des places en IME. On se retrouve avec ces élèves à gérer. On a une UPE2A qui déborde avec des gamins qu'on n'arrive pas à accompagner correctement. En REP+, à la Villeneuve, il faut peut-être quelques moyens supplémentaires pour réussir le pari de l'éducation populaire et de la réussite de chacun. Pour toutes ces raisons, les collègues se sont déjà mobilisés, notamment en début d'année, pour obtenir des AESH supplémentaires. Mais début décembre, c'est une urgence bien plus grande qui secoue la communauté. Imaginez qu'un élève reste concentré toute la journée et puisse apprendre lorsqu'il ou elle a froid, faim et ne peut pas dormir dans un lit la nuit. Cette situation de précarité est injuste et renforce les inégalités d'accès à l'enseignement. Actuellement, on a environ une dizaine d'élèves qui sont concernés par ces expulsions et du coup qui vivent à la rue depuis 3 semaines. Le 28 octobre et le 18 novembre, des familles ont été expulsées des logements vides qu'ils occupaient. Certaines familles nous ont fait remonter que les enfants marchaient la nuit dans le froid pour essayer de survivre et de fait n'étaient pas dans des dispositions pour venir à l'école. On a eu envie de se mobiliser quand les expulsions ont eu lieu, mais ça nous a amené à penser la mobilisation de façon plus globale, puisqu'il y avait les familles qui avaient été expulsées à ce moment-là, mais il y avait d'autres familles qui étaient déjà en situation de grande précarité avant, et puis des familles qui étaient concernées dans les écoles du quartier. On a pu créer un mouvement ensemble, se réunir et se mettre d'accord sur des modalités d'action qui seraient un petit peu différentes du mode de grève, parce qu'on ne voulait pas encore enlever quelque chose aux enfants, et on voulait alerter l'attention différemment. Le soir du 16 décembre, un cortège au flambeau a sillonné le quartier. La mobilisation s'est poursuivie en musique avec la Batucavie avant l'occupation symbolique du collège pour la nuit. Cette mobilisation s'inscrit dans un mouvement plus large. Le siège de la métropole est devenu un refuge de fortune pour les familles. Manifestation le 17 décembre devant l'hôtel du département
pour dénoncer un manquement grave à la protection de l'enfance et réclamer la réquisition de logements vacants. Le 19 janvier, nouvelle manifestation à Grenoble. Quelques familles ont été relogées à Pont-de-Claix et Mélan, une avancée qui prouve qu'il est possible d'utiliser l'habitat vacant. C'est grâce à un écosystème militant et associatif qu'ils font bouger les lignes, défendent des droits, permettent à leurs élèves de vivre dignement et font vivre la dimension sociale de la République. On a un tissage énorme qui nous permet de répondre à cette envie de donner aux enfants ce à quoi ils ont droit et ce qui leur permettra de s'émanciper. Alors, on parlait justement de quoi enseigner, qu'est-ce qu'on peut faire avec des élèves en football. C'est vrai que moi, Julien, j'ai cette image, on nous a beaucoup parlé, de l'école du foot du monde fédéral. Toi, dans les différents endroits où tu as été, qu'est-ce que font les clubs, quoi? Où on en est dans le parcours du jeune footballeur, dans cette formation? Est-ce qu'on est encore, il faut slalomer entre des plots et tirer dans des cages vides? Une espèce de répétition technique, presque caricaturée. Bon, voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu, dans les formations que tu as pu faire aussi, aujourd'hui, puisque tu es passé par pas mal de formations, qu'est-ce qu'il en est? Comment la fédération de football et les formations que tu as pu faire, les entraîneurs que tu as pu côtoyer, pensent un peu le football? Même si, globalement, on ne peut pas dire qu'il n'y aurait qu'une seule façon, mais les grandes tendances que tu observes. Aujourd'hui, je rebondis sur les propos de Laurent qui disait que le curseur entre la technique et finalement l'analyse du jeu est toujours, voilà, on navigue entre ces deux éléments. Et aujourd'hui, ce qui caractérise la manière d'entraîner dans le foot, ça s'articule autour de ce qu'on appelle 3 procédés d'entraînement, que sont les jeux, donc avec des effectifs à 3 contre 3, 4 contre 4, 5 contre 5, selon le type de football, où chaque équipe a le même objectif, c'est marqué dans un but, que ce soit des jeux en début de séance ou en fin de séance. Mais on part du jeu, c'est-à-dire que les jeux de début de séance sont considérés comme des jeux de découverte. Après, on met ces jeux en situation, c'est la volonté de zoomer sur une problématique précise avec moins de joueurs et sur une répétition finalement d'action, de sorte à ce qu'il y ait à la fois une maîtrise du principe de jeu en question et aussi une répétition favorable à plus de maîtrise technique. Et enfin, on a aussi également un travail autour de l'exercice. Alors, ce que tu caricaturais tout à l'heure en parlant de file d'attente, de slalom, etc. Aujourd'hui, l'exercice est vu différemment, mais le rapport joueur-ballon ou groupe de joueurs-ballon, coordination entre les passeurs, les receveurs, les déplacements, c'est des choses qui existent. Et il y a ce besoin, comme disait tout à l'heure Laurent, parce que c'est un sport qui est éminemment complexe dans la maîtrise technique, quel que soit le niveau auquel on joue, à travailler de cette manière-là et sur de la maîtrise technique. Voilà, ça c'est la manière, en tout cas, ça s'articule autour de ces 3 procédés d'entraînement. Et ensuite, le foot, il s'articule aussi autour aujourd'hui des phases de jeu. Laurent, tout à l'heure, il a parlé des transitions, mais une fois qu'on a récupéré le ballon, qu'est-ce qu'on fait à un moment donné pour sortir de la pression adverse, pour avoir un temps de conservation et pouvoir déséquilibrer l'adversaire? Et une fois qu'on est dans cette phase de déséquilibre, comment on arrive à trouver des positions favorables pour marquer? Et une fois que la transition a été réalisée en position défensive également, qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps pour ralentir l'adversaire, pour pas qu'il nous prenne de vitesse? Et dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on fait pour récupérer le ballon, si on est en mesure de le récupérer, ou si on n'a pas réussi à ralentir l'adversaire, comment on fait pour finalement protéger son but? Voilà la manière, en tout cas, d'envisager l'entraînement aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeux. Est-ce que toi, dans les entraînements que tu proposes, est-ce que tu peux nous donner, dans ce que tu viens de dire, un jeu ou 2 jeux que tu proposes régulièrement qui viennent incarner un peu ton propos là? Allez, sur un jeu, et je vais partir parce qu'il y a eu quelques questions aussi, j'ai vu dans le chat là-dessus, sur le comment, mais sur comment démarrer un cycle de foot en EPS, moi, il y a un jeu que je trouvais réalisable, et je vais essayer de l'illustrer comme ça en l'évoquant. On est sur un espace de 20 par 20, donc un demi-terrain de futsal. Je parle de terrain de futsal, je préfère plutôt que de parler de terrain de handball, et où on mettrait sur la ligne médiane de ce terrain de futsal 2 buts qu'une équipe de 3 doit attaquer.
Et sur la ligne de sortie de but de l'autre côté, 2 buts également, qu'une équipe de 3 doit attaquer, adverse, et chaque équipe de 3 défend. On part avec 2 gardiens de but et un défenseur et 3 attaquants en possession du ballon. Si l'équipe dans laquelle il y a le défenseur récupère le ballon, c'est le joueur de l'équipe adverse des 3 qui a perdu le ballon qui reste défenseur, et les 2 qui n'ont pas perdu le ballon qui prennent position dans leur but. Celui qui a récupéré va faire le tour en conduite de balle d'un de ses buts pour libérer ses gardiens de but, et ils attaquent à 3 contre 1. C'est du 3 contre 1 réversible systématiquement. Alors, il y a ce qui peut paraître contraire à l'esprit du jeu, c'est que quand je récupère le ballon, je ne me projette pas vers l'avant, mais je vais faire le tour d'un de mes buts pour libérer les gardiens. Ça, c'est pour favoriser la maîtrise technique, permettre à l'autre équipe de s'organiser avec 2 gardiens et un défenseur. Et on est sur une notion de 3 contre 1 perpétuel. Il y a cette notion de défenseur, de cible à attaquer, de cible à défendre, mais ça donne quand même suffisamment de temps au joueur ou à la joueuse pour s'organiser au niveau de la motricité. Après, dans ce jeu-là, on peut y ajouter des éléments tels que, une fois que j'ai fait le tour de mon but avec le ballon dans les pieds, si à un moment donné je me sens en panique, je mets le pied sur le ballon et ça permet de figer 3 secondes celui qui défend et le temps de s'organiser, de faire une passe. Il y a différents artifices à mettre en place, mais je trouve que pour débuter, on est dans un jeu dans lequel il va y avoir de la répétition, il va y avoir différents gestes techniques, de la conduite de balle, des passes, des contrôles, parce que c'est ce qui fait aussi l'activité. Et il va aussi y avoir de l'analyse, comme disait Laurent, et à un moment donné, être capable de prendre l'information sur quel va être le but le plus attaquable par rapport à la position du défenseur, par rapport à la position de mes partenaires, et cet environnement complexe. Voilà. Je trouve que, en tout cas, c'est un jeu qui est intéressant. Merci Julien. Alors Aurélia, toi justement, tu commences comment avec tes élèves lorsque tu as enseigné le football? Est-ce que tu as une situation aussi que tu affectionnes particulièrement, une démarche particulière? Simplement pour présenter un petit peu, moi j'enseigne en lycée professionnel et j'ai des profils de classe très différents. Il y a des classes mixtes, des classes majorité de filles et des classes à majorité de garçons. Donc les niveaux sont très très différents aussi. Ça arrive que j'ai des classes où il y a des très bons niveaux et que ce soit homogène, mais ça arrive que j'ai des classes avec des débutants, des débutantes. Généralement, pour l'échauffement, je fais un travail d'élémentarisation technique. Je prends le temps de décomposer beaucoup la gestuelle du contrôle, de la passe, du tir. Je fais ça pendant les premières séances et s'il faut, je continue en fonction du niveau des élèves après. Euh, et euh, Ensuite, pendant le cycle, donc je peux continuer avec la décomposition de tout ce qui est crochet, dribble, etc. Par exemple, pour le contrôle, donc je dis aux élèves d'aller vers le ballon et de présenter la face intérieure du pied pour le contrôler, en essayant d'avoir le pied relâché, en reculant légèrement au moment du contact pour l'amortir. En futsal, je fais travailler le contrôle semelle. Je trouve qu'il est plus facile à apprendre pour les débutants et les débutantes. Je leur demande de poser l'avant de la semelle sur le ballon et je leur précise de bien fléchir le pied. Enfin, je leur dis orientez votre talon vers le bas parce que souvent ils posent le pied trop tard et on a le ballon qui passe sans s'arrêter. Bon, ça c'est des petits exemples. Et je termine mes échauffements par des exercices de manipulation du ballon, des petits parcours, etc. Et par des jeux. Et souvent, ce sont des jeux traditionnels que je vais réadapter. Un exemple pour des élèves vraiment débutants, le 1, 2, 3 soleil, en fait, il me permet de répéter la conduite du bal avec le contrôle semelle rapide, simplement en ligne droite et sans adversaire. Donc les élèves doivent complètement s'immobiliser. Le ballon doit être sous le pied dès que l'élève qui dirige le jeu se retourne. Après, on peut l'appeler autrement avec des plus âgés, hein. On peut totalement transformer le nom. Et ça permet aux débutants et aux débutantes de progresser dans la manipulation de balles, mais les confirmés, ils peuvent aussi se prendre au jeu, hein, même au collège. Généralement, je fais des petits groupes de 5 à 8 élèves maximum, et je fais ça dans la largeur de terrain que je divise en plusieurs petits terrains. Là, je parle d'un terrain de futsal également. Après, plus les élèves sont débutants et débutantes,
ben, moins ils sont nombreux sur le terrain. Et au départ, alors oui, je fais aussi je propose aussi l'épervier revisité. Et par exemple, au départ, je demande aux élèves éperviers de prendre le ballon dans les pieds ou de le faire sortir sans faire de faute. Donc là, dans ces situations-là, je n'autorise pas de contact. Et à des élèves plus confirmés, je vais leur demander de s'emparer du ballon et de le contrôler pour éliminer l'adversaire. Euh, et donc ensuite, alors ensuite après, je propose plutôt des situations de gain-terrain. Donc je sais pas si j'approfondis là-dessus tout de suite. Oui, Ouais. tu peux, vas-y, vas-y. D'accord. Donc en fait chaque terrain est divisé en 4 zones identiques et chaque zone doit être validée par une passe sur un joueur ou une joueuse en mouvement. Et donc au fur et à mesure des zones, on marque de plus en plus de points. Donc la zone 4 est celle qui vaut le plus, elle vaut plus que la zone 3, etc. Donc au début, je leur demande de marquer en stop ball sur la ligne d'en but en fin de zone 4 et ça leur permet de doubler le total des points obtenus. J'ai un élève qui défend entre 2 zones à chaque fois. Et donc en tout, ça me fait 3 défenseurs ou défenseuses. Et au début, il ou elle a le droit seulement de se déplacer latéralement le long de la ligne. Il n'y a pas d'autre possibilité pour défendre. Donc ensuite, je peux aussi même leur demander de s'immobiliser au coup de sifflet pour laisser encore plus de temps aux attaquants et aux attaquantes de prendre des repères et de prendre une décision pour déclencher le geste. Pour travailler aussi un peu plus la précision technique ou ralentir le jeu, on peut imposer le contrôle après chaque passe, interdire le jeu aérien parce qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves qui le maîtrisent vraiment. Euh, Au départ, les attaquants partent de la zone, les attaquants et les attaquantes partent de la zone 1, mais après, ils sont libres tant que les zones sont validées dans l'ordre. 1, 2, 3, 4. Voilà. Euh, euh, sur cette situation-là, voilà. Donc ensuite, je fais évoluer en, en autorisant plus de déplacements pour les défenseurs et les défenseuses. Donc après, ils peuvent se déplacer dans toute la zone, mais là, ça devient beaucoup plus difficile. Euh, et euh, voilà. Bon, après, sur l'organisation, quand on a des effectifs importants, voilà, je mets en place des élèves qui observent, qui vont compter les points par zone. Je mets des scores marquants, donc des zones à 10, 20, 30, et après le score qui est doublé. Et ensuite, après, au fur et à mesure, puis en fonction des niveaux, je mets d'abord 2 cibles à l'extrémité de la zone 4, puis après, je passe à une seule cible. Donc voilà, au fur et à mesure que les élèves D'accord, ça c'est des variables vont réussir. Ouais, pour complexifier. complexifier la situation. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, Roban, dans le chat, on a pas mal de collègues qui se posent la question de la place justement de cette maîtrise technique. Alors, Aurélia, elle disait qu'elle commençait au début par, dans le temps d'échauffement, un temps technique. Alors, je voulais savoir un peu comment tu t'y prends, toi, autour de quelle place tu y accordes à cette place de la technique football dans tes séances. Parce que justement, toi, quand tu m'as parlé de ce que tu proposais à tes élèves, tu rentres plutôt par un travail autour de la règle, et notamment du non-contact, et tu cherches aussi, dans les façons que tu as de proposer, à développer les pouvoirs du porteur du ballon. Donc, avant de plutôt présenter tes situations, est-ce que tu peux nous dire comment tu gères cette question-là, justement, de la place de la technique, contrôle, passe est-ce qu'on peut faire sans être forcément un expert de ces techniques-là? Bon, la technique en football, forcément, elle est centrale, mais c'est vrai que le parti pris, en fait, pour nous, c'était de rentrer par le collectif. Euh, du coup, de libérer le pouvoir un peu de la maîtrise technique du porteur de balle pour qu'il puisse, en fait, subvenir aux besoins de la continuité du jeu.
Donc, il y a une règle qui est prégnante et qui est imposée au début, et c'est celle des trois touches imprenables, donc notamment pour le collège ou un premier cycle, cycle 3, cycle 4. Et sur du lycée, ça serait du 4 touches imprenables et 2 touches obligatoires. L'objectif, c'est de favoriser le, le contact du ballon, la maîtrise de cette première touche de balle, et ensuite de créer la prise de décision chez l'élève pour un enchaînement dans son jeu. Donc celle-ci, on va la construire en effet avec le non-contact, avec le respect de cette règle sur les deux tiers du terrain, la zone de finition n'étant pas une zone dans laquelle cette règle, ce pouvoir existe, car il serait trop facile de pouvoir, du coup, en conduite de balle, rentrer et marquer son but dans les 10-15 derniers mètres. Mais en tout cas, puisse permettre à tout le monde de jouer ensemble et d'aller dans cette zone de finition et d'identifier en fait ces situations favorables de tir pour créer un décalage. Donc dans cette idée, Bruno, bah, je peux présenter un petit peu une situation de référence sur un premier cycle, notamment au collège. Ouais. Donc ça serait du 3-3 ou du 4-4, mais sans gardien fixe. En fait, avec un goal volant, ce qui permettrait en fait de créer une supériorité numérique dans l'utilisation du ballon sur le terrain et du coup de créer des décalages plus naturellement. Surface réduite qui pourrait s'apparenter à un jeu futsal et football, donc aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le joueur le plus proche du but est le gardien. Là, on se rapproche du 3-3 futsal qui est mis en place par la Fédé et aussi bon, l'UNSS. Et du coup, ce pouvoir de trois touches imprenables. Euh, le non-contact. Non-contact au niveau du haut du corps, qui est une règle futsal UNSS, qui permet en fait plusieurs choses. Déjà de créer en fait ce corps obstacle qui est difficile en fait, qui est déjà maîtrisé par les experts et pour les débutants qui est difficile à mettre en place et à comment dire à développer. Donc on prendrait plus de temps à le développer à travers cette règle dans un premier temps, voilà. Et aussi pour l'arbitrage par la suite, qui sera plus facilement évaluable, observable et identifiable pour les élèves arbitres. Du coup, règles du futsal pour les remises en jeu, on l'a vu tout à l'heure avec aussi les règles des U7, U9, avec remise en jeu où on peut rentrer avec le ballon en conduite de balle. Si on a identifié qu'on n'avait pas de solution et qu'on a l'espace pour pouvoir, comment dire, avancer avec le ballon. Pas de hors-jeu pour limiter aussi le positionnement, l'intervention de l'arbitrage, des règles qui sont simplifiées, et un score parlant. Le score parlant, on débuterait par un 10-1, 10 points pour le premier but marqué de chaque joueur de l'équipe. Et le deuxième but, et ainsi de suite, valent que un point pour privilégier le jeu collectif et la participation de tout le monde dans le score de l'équipe. On pourrait, l'évolution au fur et à mesure du cycle, une fois qu'on a identifié cette situation favorable de tir et ce décalage, ça serait de l'incorporer dans un 1-10-100. Donc 100 pour le premier but, 10 pour la situation favorable récurrente qui peut permettre de marquer beaucoup de points à son équipe. Et donc valoriser pas que le but, mais la situation favorable, et le 1 pour un second but, et ainsi de suite. Aussi par rapport au but, donc on l'a entendu au préalable, c'est des situations qui sont connexes, hein. Le multi-but, mais aussi le but agrandi. Ce qu'on va rechercher, c'est à marquer le plus de points possible. Et finalement, si on prend des buts, c'est pas grave. Ce qui est important, ça va être d'en marquer beaucoup. Donc ça, il y a toute une construction à travers ça qui va se faire dès le début du cycle pour justement construire un peu des règles spécifiques à la pratique. Voilà. Ce pouvoir qui au début est imposé, notamment sur les premières séances, pour vraiment bien comprendre trois touches imprenables, mais du coup, à partir de quel moment on est en possession du ballon, on ne l'est plus. Euh, c'est un petit peu différent de le fait de mettre la semelle, comme l'a présenté Julien dans ses travaux dans le contre-pied. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que le ballon soit toujours en mouvement et on veut une continuité en fait assez fluide dans la transition du jeu. Donc on se démarque un petit peu à ce niveau-là. On veut pas vraiment le stopper, mais on veut qu'il soit en maîtrise du ballon. Voilà. Et dernière chose, ce pouvoir, après, il est comment dire, mis à disposition des élèves. C'est-à-dire au cours du cycle, une fois que les élèves ont, ont bien, sont imprégnés, investis
dans ce cadre et ce règlement, ils peuvent prendre la décision de prendre ce pouvoir ou non. Et donc, du coup, voilà. Et d'avoir un impact sur leur jeu ou vivre, entre guillemets, un football total et plus en lien, plus de proximité avec le football qu'ils peuvent vivre ou voir en dehors de l'école. Voilà. Alors que ce soit toi, Roman, mais plus toi, c'est très marqué, mais chez Aurélia aussi, on l'entend. Vous accordez quand même une place importante au jeu, à des situations de jeu, à des jeux traditionnels. Donc on a l'impression quand même que vous faites une entrée dans le football où le jeu, le temps de match, les matchs à thème, tout ce type de situation représente quand même le cœur de votre séance. Aurélia, toi aussi, tu as fait référence plusieurs fois au futsal. Pour toi, c'est important ce type de pratique, cette règle. Est-ce que ça fait partie un peu des conditions qui permettent finalement que tes séances tournent et qu'elles se passent plutôt bien et que les élèves apprennent? Oui, effectivement. Alors, j'enseigne davantage le futsal, d'abord pour des raisons matérielles. Parce que bon là en ce moment j'ai pas de terrain extérieur à proximité, mais ça permet aussi d'utiliser beaucoup de ballons sans qu'on ait à aller les chercher trop loin. L'espace est bien circonscrit. Alors j'allais préciser justement aussi dans le chat que c'est vrai que c'est pour des élèves vraiment débutants et débutantes. Je veux qu'il y ait beaucoup de manipulation de ballons justement, donc j'utilise beaucoup de ballons. Un ballon pour un ou deux élèves pendant presque la moitié de la leçon. Après, mais sauf dans le cas où j'ai une classe vraiment de niveau plus avancé. Mais en tout cas, avec mes groupes ou mes classes de débutants dans l'activité, je veux qu'il y ait énormément de manipulation de ballon et j'essaye d'avoir des cycles longs aussi hein, pour que ce soit, qu'il y ait des effets, des transformations, hein, bien sûr. Et donc je m'appuie aussi beaucoup sur le règlement futsal UNSS. Déjà parce que je fais des parallèles avec ce que je fais à l'association sportive. Et dans ce cadre-là, je suis très très exigeante sur le respect du règlement. Parce que je trouve que par exemple la règle du sans contact, elle permet vraiment à chaque élève de trouver sa place dans le jeu, quel que soit son gabarit et sa condition physique. Euh, donc voilà, après les autres règles, elles sont intéressantes aussi, mais c'est vraiment la règle du sans contact qui pour moi change beaucoup de choses, même par rapport à l'activité football où on a beaucoup d'élèves qui vont utiliser le contact pour avoir un avantage et par leur taille ou par leur gabarit vont davantage être présents dans le jeu. Merci Aurélia. Roman, peut-être dernière question aussi pour toi. La place du jeu dans tes leçons, dans ce que tu peux proposer. Ça donne le sentiment que tu fais beaucoup de jeux, beaucoup de matchs. Beaucoup de jeux, beaucoup de matchs, beaucoup de jeux à thème, avec à chaque fois enfin, un aménagement, des zones libres, des zones sans adversaire, avec un seul adversaire, beaucoup de situations jouées en supériorité numérique, quasiment tout le temps. Pour un premier cycle, c'est euh, c'est une règle centrale. Et après, et ça, tout ça en mixité, quand je parle de mixité, c'est mixte team niveau, de manière générale lorsqu'on parle des jeux. Et après, lorsqu'on va aborder la technique sur des situations beaucoup plus ciblées, et ben là, on va pouvoir aussi travailler par groupe de besoins et être plus exigeant ou apporter des variantes. Mais sinon, oui, le jeu, c'est assez central et ça permet de mettre tout le monde en situation assez rapidement et de ne pas oublier aussi, nous, enfin, l'objectif qui peut être transversal, mais c'est le jeu collectif et l'atteinte de la cible collectivement avec la continuité du jeu. Et nous, on retient ça. Voilà. Merci Roman, merci beaucoup à Roman et Aurélia de votre présence, à Julien qui est parti sans doute parce qu'il a 2 heures de plus de décalage quand même, et pour son partage de son expérience. Merci Laurent aussi de ton regard sur le sport de haut niveau et d'avoir partagé avec nous cette soirée. Ça mériterait de continuer à réfléchir, à penser ensemble ces footballs pour venir s'irriguer les uns les autres. On va dire longue vie au football à Mayotte, en espérant que la rectrice
ancienne inspectrice générale d'éducation physique et sportive, soit sensible à tous ces projets et puisse largement les soutenir dans le développement du football à Mayotte. Ça ferait du bien, effectivement, aux enseignants de PS et à l'ensemble de leurs élèves qui semblent s'y impliquer et s'investir avec passion. Hein. On les a vus jouer sans chaussures sur le béton. Bon, si nous on faisait ça, on jouerait 10 minutes. C'est pas le football qui permettrait de durer que propose la FGT avec le walking foot. Ça, c'est sûr que nous, en tout cas, on ne pourrait pas. Merci à Nicolas Sis qui a dû se sauver on partage aussi son regard de cette soirée-là, et à Julien Gou aussi qui a dû se sauver pour prendre un train. Alors, pour finir cette soirée d'éducation physique, notre dernière rubrique, le kiosque. Ce soir, je voulais partager avec vous 2 podcasts et un ouvrage. Je commence par les podcasts. Alors, c'est 2 podcasts d'une journaliste qui s'appelle Delphine Saltel, qui réalise ces 2 podcasts sur... vous pouvez les retrouver sur Arte Radio. Le premier qui s'appelle « Ouvrir les yeux sur l'ignorance blanche ». Comme son nom l'indique, elle vient travailler finalement ce déni de la reconnaissance et des fausses croyances autour de l'histoire de la supériorité blanche. Et elle nous amène à nous questionner, je dis nous, puisque moi aussi je suis blanc, sur un certain nombre d'actes que l'on peut réaliser en ignorant finalement qu'on est dans une position dominante dans le monde qui nous entoure. Vraiment à découvrir, intéressant dans la façon dont il est mené, discuté, dynamique. Un autre podcast aussi qui vient s'appuyer sur un ouvrage de Rose Lamy, auteur de Ascendant Bof, où elle croise un regard entre Rosa Lamy et Félicien Faury, qui vient déconstruire finalement cette attitude et ce rapport qu'on peut avoir à certaines musiques, à un certain nombre d'éléments de la culture, dont le football peut être un des exemples, où ça ne traduit finalement que mépris de classe, en disant ça c'est réservé aux bof, et donc en s'écartant un peu volontairement et en dénigrant finalement tout ce qui est de l'ordre de la culture populaire. Donc intéressant à écouter et à partager autour de vous. Un livre qui est un livre de Jean-Pierre Terrail. Alors Jean-Pierre Terrail a écrit de nombreux ouvrages sur la question de l'école. Il vient de se publier aux éditions La Dispute un petit ouvrage qui s'appelle « La crise de l'école et les moyens de s'en sortir ». Je dis petit ouvrage parce que c'est un livre autour de 150 pages qui se lit très facilement. Jean-Pierre Terrail fait vraiment un effort considérable de démocratisation, de vulgarisation, de nombreux travaux. On pourrait dire finalement que c'est une série d'articles assez courts qui peuvent vivre de façon indépendante, à la fois sur une analyse sur l'évolution de l'école, mais aussi des situations à l'international. Il analyse cette crise de l'école aujourd'hui qui est pour lui une conséquence d'une capitulation, d'un abandon finalement d'une exigence intellectuelle et de pensée, et il propose un certain nombre d'alternatives, une façon de penser une autre école qui devrait nourrir un nombre de projets politiques, et sans doute un livre qui devrait être un point d'appui pour tous ceux qui voudraient se lancer dans des futures élections, qu'elles soient prochaines ou en tout cas présidentielles. Merci encore à tous et à toutes, et à bientôt sur une autre soirée de l'éducation physique et sportive organisée par le SNEP FSU. Ça veut dire quoi EPS? Éducation physique et sportive.